T'as une super vue sur le parc, là. Je l'ai jamais vu d'en haut, comme ça. C'est drôle, parfois, comment les choses sont construites. C'est un peu chaotique. Le square des Blindés, c'est ça? Avant, ça s'appelait autrement. Nikolai, tu nous as quittés le 21 février. Tu vivais parmi nous depuis des années dans le petit parc du Square des Blindés. Ton absence nous a bouleversés et pendant des semaines, nous avons gardé l'endroit où tu vivais si discrètement. Tes voisins, les habitants du quartier, des enfants ont déposé des fleurs, des jouets, des messages, des bougies à l'endroit où tu avais décidé de vivre. Tu étais le gardien silencieux du parc et tu nous manques. Et encore aujourd'hui, personne ne t'a oublié. Et même si l'herbe a repoussé, ton souvenir est toujours présent au Square des Blindés. Paix à son âme. Il y a quelqu'un qui l'a connu? Moi je vais dire un mot parce que je connaissais ce monsieur sans lui avoir jamais parlé parce qu'il était très sauvage. Mais je connaissais bien les enfants en fait qui lui ont mis une croix et des fleurs, etc. Et ça a été un événement très marquant en fait dans le quartier parce que c'était quelqu'un qui était très pudique et très timide, mais qui était tout le temps là. Et du coup, quand il a disparu, ça a créé un grand vide. Et les enfants ont été vraiment bouleversés en fait par. Et je sais qu'ils en reparlent, ils continuent d'en parler entre eux. Et voilà, donc il reste fort dans les cœurs des gens du quartier en tout cas. Dumitrou, Square des Blindés, 1000 Bruxelles. Un documentaire de Marilyn Watley. Montage Leslie van der Meulen. Musique acousmatique Daniel Pérez-Aïdou. Mixage Rémi Gérard. Voilà, je débarquais dans le quartier en 1999 à rue d'Oppem numéro 31. C'était mon premier commerce. Et après, j'ai ouvert mon deuxième commerce à quai aux bois de construction numéro 8.
C'était un petit cybercafé, cabine téléphonique. C'était juste en face, là où il y avait le monsieur qui était dans le parc. Hein. C'était un monsieur qu'on ne connaît pas vraiment l'identité. Chacun a sa version. Il y en a qui disent que c'était un médecin qui vient de Roumanie. Il y en a qui disent qu'il est belge. Il y en a qui disent il y a plusieurs... En fait, ça reste un énigme. Hein. Il est parti. On en parle encore de lui. Mais on ne sait pas c'était qui. Il a vraiment attiré l'attention parce que c'était une personne qui a vécu dans ce parc. Le petit parc ici, Square Marguerite Duras, le parc des Gitans. On m'a dit qu'on arrivait quand j'ai eu 2 ans, que depuis 17 ans à peu près. Mais franchement, je crois qu'il y a moins de Gitans. Enfin, non, il y a moins de gens du voyage. Ça a changé, il y a des trucs de sport. Avant, il y avait l'abri, c'était sympa. J'aimais bien cet abri. J'aimais bien. Je pouvais faire une pause sur mon chemin quand il pleuvait pour aller à l'école. Je disais bon, je vais rester un peu sous l'abri. Allez, on repart. Mais non plus. Et ça, je sais pas, ça a changé, quoi. J'ai grandi aussi. Marguerite Duras ou là, je sais pas quoi. C'est pas qu'il est vraiment coupé, mais c'est vraiment 3 mondes différents, quoi. Du genre, quand il y a le tram dont je suis partie, c'est vraiment les jeunes, donc les jeunes du quartier. Donc tout ce qui est chicha, il y a toujours des chichas là. Plus loin où il y a la cajza et l'araignée, c'est vraiment coin des mamans enfants. Et plus loin vers la statue, c'est vraiment les gitans. Avec les Africains qui sont en train de fumer, ils sont dans tout pété. En train de boire et tout ça, ils sont pétés. Je suis venu l'année 1977. Je suis venu ici au centre. Et alors ici on appelait Chicago parce qu'ici c'était la même chose qu'aux États-Unis. La police avait peur de venir ici. Mais à l'époque je ne venais pas par ici. Parce qu'au parc c'était dangereux il y a 35 ans. Le parc était différent, il avait des petits arbustes. Les gens avaient peur de passer par le parc. Notre ancienne voisine, qui a vécu ici dans le bâtiment, je crois pendant 60 ans ou plus, elle appelait Bloemekesplage. C'était ici, sur les quais, les grossistes de fleurs. Et puis, voilà, nous l'appelons Panzertruppen Square. En français, c'est Square du Blindé. Maintenant, c'est un autre nom, Marguerite Yourcenar, quelque chose comme ça. C'est le... Alors, je crois que ça s'appelle le Square des Alliés, non ? Des Blindés. Mais c'est un endroit un peu curieux, je trouve. Avec ce jardin d'enfants qui ne ressemble pas à grand-chose, à mon sens, mais qui remplit sa fonction de jardin d'enfants pour les enfants du quartier, donc c'est très bien. Ça pourrait être plus joli. Et je trouve que c'est un endroit dans lequel on n'a pas très envie d'abord de passer, et encore moins de s'asseoir. Voilà. Alors que ça pourrait être un endroit très beau. Le petit parc, j'y passe tous les jours. Je ne sais pas comment il s'appelle, le Square des Blindés. Les gens du quartier disent le parc de Gitans. J'aime bien la statue de pigeons. C'est un monument à la mémoire des pigeons voyageurs et des colombophiles morts pendant la guerre de 14-18. Oui, je l'ai vu tous les jours. Je ne lui ai jamais parlé.
150, 180, 210, c'est juste. Tu as compris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 28, 29, 30. Alors le Toucan, l'ASB Le Toucan est venu s'installer à la fin des années 80 dans le quartier que tout le monde appelait alors le quartier Chicago, à la demande d'une société de logements sociaux qui souhaitait que l'on travaille avec les jeunes qui étaient présents dans l'espace public. Alors moi je n'ai pas une explication étayée, mais ce qu'on m'a toujours dit c'est que c'était un quartier dur, où il y avait beaucoup de délinquance, de vente de drogue dure, et que en tout cas c'est pour cette raison que la plupart des habitants ont continué à l'appeler, je pense, Chicago. Je suis arrivée dans le quartier en 96, donc ça fait presque 21 ans. Je viens de Courtrai et voilà, j'avais un coup de foudre pour cet appartement et j'aimais bien le quartier. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir acheter l'appartement à un bon prix à l'époque et je suis toujours là. Il y a pas mal de vrais Bruxellois, je trouve, surtout dans les petites rues, beaucoup de Flamands aussi. Il y a aussi les Roumains, les Gitans qui... Je ne sais pas où ils habitent, mais quand il fait beau, ils sortent et il y en a beaucoup. Oh non, j'ai l'impression que c'est un peu mélange de tout. C'est ça qu'on aime, c'est ça qui fait le cœur de Bruxelles. Et la raison pour laquelle je ne veux jamais rentrer en Flandre, parce que c'est trop narrow-minded. C'est un beau petit village dans une ville. Et ceux qui vont venir, les nouveaux, ils sont des voisins aussi. Bah, les voisins, bien sûr que c'est sacré. Je dis bonjour à tout le monde et mon chien que c'est mon ambassadeur. Les gens viennent pour me dire bonjour. Oh, que votre chien il est bon. Et on parle. Parce que moi, mon chien il n'a pas de concept de religion, de race. Il est ami de tout le monde, en amitié spontanée, inconditionnelle. Quand je le voyais, je pensais qu'il n'était pas d'ici et que peut-être il ne pouvait plus rentrer chez lui. En Pologne, il y a des organisations qui vont à la recherche de Polonais partis à l'étranger. Il y en a beaucoup. En Angleterre, par exemple. Et ces gens, ils n'ont pas tous réussi. Et ils n'ont plus les moyens, plus la force de rentrer. Oui, j'ai attendu. C'est une personne qui n'aimait pas le contact avec les gens. Souvent, on lui proposait quelque chose, il refusait. Donc, il était un peu coupé de la réalité. On croyait qu'il était malade. Je crois qu'il a eu un problème
après un choc qu'il a eu en Roumanie avec sa femme, il a travaillé ici, il a envoyé d'argent pour bâtir peut-être une maison. Sa femme, il l'a laissé tomber, je ne sais pas exactement sûr. Moi, j'ai arrivé il y a 30 ans, plus, 1986. J'ai travaillé sur un bateau. Je suis arrivé ici, j'ai demandé l'asile politique. Je l'ai reçu parce que j'ai eu des problèmes avec le régime communiste en Roumanie. Après, j'ai commencé à travailler. Et j'étais marin par conviction, parce que j'aimais ce métier. Et c'était une facilité aussi pour réussir à quitter la Roumanie. La Belgique, il était sur la route de mon bateau. Donc, j'aimais bien, parce qu'avant, j'étais dans plusieurs pays. J'ai choisi la Belgique surtout peut-être par hasard. Ce monsieur-là, j'ai l'impression qu'il a toujours été là. J'ai l'impression que c'est comme une charpente d'une maison. Ça fait bizarre de plus le voir. Il a vécu là longtemps. Il y avait, je crois qu'il y a 15 ans, quelque chose comme ça, on a refait le parc. On a enlevé tous les plants, tout ça, pour le mettre bien ouvert. On a placé les jouets pour les enfants. Et il y avait un petit terrain de pétanque couvert avec un toit. Et lui et quelques autres dormaient là-bas. Et puis la ville a enlevé ce toit pour chasser les sans-abri. Mais bon, lui, il est toujours resté. Alors ça, c'est un loft qui a été construit par des Anglais. Et donc, tu vois, tout ça leur appartient, plus les jardins là-bas. Les grandes fenêtres à ta gauche, c'est leur bibliothèque. Et puis ici, en face, les doubles fenêtres, c'est leur cuisine. Et en fait, parfois, je les vois se promener dans cette cuisine qui est plus grande que mon appartement. C'est assez sidérant. Et tout ça, à côté de là-bas, tu ne le vois pas très bien, mais juste derrière, il y a les logements sociaux. Et donc, c'est deux mondes qui se mélangent. Et donc, il paraît en plus qu'il y a l'Institut Pacheco, qui est une maison de retraite pour les vieux bruxellois, qui vont la transformer en loft. Je me dis que c'est ce qui va arriver avec les logements sociaux. C'était une personne qui a vécu dans ce parc. Il mangeait, il se nourrissait dans ce parc. Et surtout dans le bas du parc. Il n'allait pas plus loin. En fait, il avait ses repères. On est un peu à la limite des deux quartiers. Chaque fois, des choses qui se passent toujours à la frontière, on dit. Bruxelles et Molenbeek, donc il y a des passages peut-être là, non. Quand j'en parle autour de moi, j'en parle comme d'un quartier populaire. Dans mon esprit, ça signifie qu'il est principalement constitué, en tout cas la partie dans laquelle moi j'intervenais comme travailleur social, de familles plutôt précaires, même s'il y a là-dedans des familles qui étaient propriétaires de leurs biens, par la présence de beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Donc ça, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de familles nombreuses,
Et donc il y avait une vie de quartier, quoi. Ce fait que tout le monde se connaissait, je n'ai jamais constaté un isolement des personnes. Parce qu'il y avait cette vie de quartier, il y avait le fait quand même que... Et donc il y avait une entraide aussi. Moi, je suis arrivé à Bruxelles en janvier 1993 pour commencer à bosser dans une compagnie. Donc, enfin, je venais à Bruxelles pour travailler. Pas pour chercher du travail, comme beaucoup de Français depuis que je suis là. Je vois arriver des gens qui disent « Ah, Bruxelles, c'est exotique, c'est facile, c'est à côté de Paris. Paris, c'est dur, alors on va aller à Bruxelles » et puis qui s'installe. J'aimais bien le quartier ici parce que la proximité du canal, je sais pas, d'être en bas je sentais que j'étais dans le centre historique, comme ils disent dans les annonces là. Mais dans tout Bruxelles, enfin, je pense que c'était facile de trouver un appartement comme ça sans des fiches de salaire. Il fallait juste payer le loyer et quand on payait pas, alors ça devenait peut-être compliqué, mais c'était beaucoup plus facile à payer aussi. Enfin là au boulevard d'Ypres c'était grand, on partageait, moi j'ai toujours partagé l'appartement, c'était bon marché aussi. C'est plus propre maintenant, il y a des côtés plus agréables, mais après il y a aussi... il y avait un côté plus convivial et plus de proximité entre les gens. Et j'ai l'impression que ça sentait plus aussi les épices que ça sent maintenant. Bah, c'était une ambiance. Ça a beaucoup changé. Les fontaines. Puis au début, il y avait une galerie d'art qui a ouvert à rue d'Open, un truc d'exposition. Puis il y a eu les nouveaux appartements et on a perdu la chocolatine dans le coin. Et je suis vraiment triste en fait que le Toucan est fermé, qu'il n'y ait plus d'école de devoirs. C'est chouette, ça tout devient nouveau et c'est un autre public, mais en même temps, on prend pas vraiment, je connais pas vraiment tous mes voisins. J'ai une nouvelle voisine depuis 5 mois et je l'ai vue juste il y a 2 semaines. Je dis « Ah, vous êtes une nouvelle voisine ?» Elle m'a dit « Oui. » Puis je me suis présentée, enchantée, voilà, on habite là depuis quelques années. Nous sommes les voisins du dessous. Le matin, je l'ai oisé. Il ne parlait pas avec personne. J'ai connu une personne qui s'appelait Cornelio, qui parlait sa langue. Et je suis pour ce monsieur Cornelio, qu'il était un entrepreneur et qu'il avait eu 2 appartements. Il avait 2 enfants. Il lui avait donné un appartement pour ses enfants. Il lui habitait dans l'autre avec sa femme. Sa femme amenait ses frères et ses frères lui ont mis à la porte. Et alors, il n'a pas supporté ça, que sa femme préférait ses frères. Et alors, il a perdu la tête. Les Roumains qui sont ici sont pour travailler.
Il y a pas mal qui travaillent dans les bâtiments. Donc, ils sont plus, pas des réfugiés, ce sont des gens qui viennent chercher du travail. C'est tout. Parce qu'en Roumanie, les salaires sont trop bas. Je suis ici de 5 ans. Je travaille très noir, travail imprévisible. Je ne vais pas travailler parce que je cherche travail noir. Je travaille noir. Beaucoup de comment ça s'appelle, les personnes pas correctes, pas payées bien. Je suis toujours un dépannage à l'infini. Je parlais avec un flamand qui me questionnait. Les Bulgares travaillent avec 7 € par heure, avec 8 € par heure, peut-être 5, peut-être dépend des personnes parce que c'est nécessaire pour des parties parce qu'avec 6, avec 5, avec 7, avec 8, sometimes 10, c'est un grave problème ça parce que je cherche un prix normal, lui pas payé. Pour moi, un travail noir, c'est pas un luxe pour travailler parce que c'est nécessaire pour toi, pour vivre. Moi qui habitais Boulevard d'Ib, je passais tous les jours et je le croisais. Moi, je ne le regardais pas. Il me faisait peur de moi-même. J'avais l'impression que je pouvais devenir comme lui. Qu'à tout moment, finalement, il peut nous manquer ce courage de se lever, d'aller au travail, de continuer à vivre comme des gens normaux. Qu'on peut tous finalement dériver à un moment et finir dans une tente. Il était très très créatif pour... je me souviens qu'il avait bricolé une tente lui-même avec le plastique pour couvrir la nourriture. Voilà, le folie. Et avec des branches, tout ça. C'était beau comme tout. Mais 2 jours plus tard, quelqu'un avait détruit sa tente. Et je crois les dernières années, il avait toujours une bonne tente de Decathlon, quelque chose. J'ai déménagé du quartier, mais je prenais toujours mon café dans le quartier. C'est là où il y a le secret. On ne sait pas c'est quoi la tâche qu'on a avec le quartier. On ne sait pas. C'est une partie de notre histoire. C'est comme le monsieur là qui est là dans ce parc, qui ne veut pas bouger de là. On a une attache. Peut-être il était attaché parce que en face du petit château, avant, venaient les Roumains pour trouver du travail. Il y avait des Belges qui passaient. Donc c'était un endroit où il connaissait bien. Donc, je crois que pour ça qu'il a choisi cet endroit. Il a habité aussi, comme j'ai entendu, pas loin d'ici, avenue Léopold. Là. Il avait encore des Roumains qui le connaissaient. Je crois de son village aussi. Parce que parfois, il passait par là, leur parlait. Aux autres Roumains, il ne parlait pas. Donc, il parlait encore aux gens que lui, il connaissait bien. Peut-être c'était de la famille, des choses comme ça. Ça, je ne peux pas vous dire. Le village, il était en Transylvanie, auprès de la frontière hongroise, yougoslave. Oui, ce sont des gens... Il n'y a pas beaucoup d'immigrants de ce côté-là. C'est assez rare. Donc, ils viennent en fait de toute la Roumanie, plus du côté Moldavie. Donc, il y a des régions comme ça qui viennent en Belgique. Il y a des régions qui vont en Allemagne, par exemple. Donc, eux, ils veulent se trouver toujours, on peut avoir des voisins, des connaissances. C'est pour ça qu'on se trouve avec tout un village presque qui sont en Belgique.
Turcia, après Norvégie, après approximativ toute l'Europe, Espagne, Belgia, Danemarca, Germany Transit, Italia Transit, toute l'Europe. Comme ça. Pas touriste. Peut-être touriste imprévisible. Et puis il y avait aussi sur le boulevard Dixmude tous les demandeurs d'asile du petit château à côté, là, qui existe toujours, qui venaient, qui restaient là et qui attendaient du boulot. Donc il y avait des voitures qui s'arrêtaient, mais ça encore maintenant. Je me souviens pas des bus, mais je me souviens des mecs parfois qui partaient en courant parce qu'il y avait un contrôle. Oui, on a lui proposé un peu d'argent ou quelque chose. Ma femme lui a apporté une couverture. Là, il ne voulait pas donner d'explications, de répondre. Il refusait en fait une aide matérielle ou d'argent, il ne voulait pas. Je connaissais les gens du magasin là, qui lui apportaient à manger parfois. Et oui, ça, il le prenait. C'était difficile de ne pas le connaître, puisqu'il était là au milieu de ce square des blindés, tel qu'on l'appelait à l'époque. Mais oui, c'est encore un bon exemple. Tout le monde le connaissait dans le quartier. Alors, tout le monde n'avait pas eu de contact direct avec lui. Mais certaines mamans lui apportaient régulièrement à manger le matin. Et quand il est décédé, ça a été quand même un choc dans le quartier. Mais là aussi, on voit ce que c'est la vie d'un quartier populaire. Et dans la tristesse et la souffrance, on sent quand même aussi cette force d'être ensemble et de partager cette souffrance, quoi. Ce qui se passe maintenant, il y a des investisseurs qui débarquent dans le quartier en force. Et nous, les gens moyens qui luttent chaque jour et qui travaillent, on veut garder notre place ici. Sinon, on va tout perdre. Oui, c'est beau que tout le monde vient, mais que ça doit rester dans le même esprit. On doit le garder, ça n'a pas de prix. Alors ici en face, c'était le micro-market. Et maintenant, regarde, ils sont en train de faire des appartements de luxe encore. Ça s'appelle Sainte-Catherine Square. Et c'est Bouygues, je ne sais pas si tu vois, c'est le truc de Télécom français. Donc c'est vraiment des gros investisseurs qui viennent dans le quartier pour construire ce genre de trucs. Et donc qu'est-ce qu'ils disent? Ici bientôt 26 appartements, un penthouse, une à 3 chambres, parking souterrain, peinture comprise. Ils nous vendent du rêve. Enfin voilà, ce que devient le quartier. J'espère qu'ils laisseront la bulle à verre en face. J'ai téléphoné à l'agence et ils m'ont envoyé un descriptif. Un projet à taille humaine dans le centre historique de Bruxelles. Vous rêvez d'un logement au cœur de Bruxelles? Eh bien, un bien neuf, tout confort, proche des transports en commun et d'un espace vert. Sainte-Catherine Square, son architecture contemporaine s'assemble parfaitement avec les bâtiments historiques qui bordent la célèbre place Sainte-Catherine. Le parc arboré situé en face du projet représente un véritable espace de bien-être en plein centre-ville. Mais c'est le parc des Gitans, le parc. Ouais, le parc devant chez toi, là. Après, attends, je vais te lire le truc. La vie en centre-ville est devenue un must absolu. Et le quartier d'Ansart-Sainte-Catherine est résolument le plus branché de la capitale, là où la vie citadine bat son plein. Soyez aux premières loges, offrez-vous un cadre de vie d'exception dans le trendy petit New York de Bruxelles. Dans notre pote.
Tout a commencé, je cherchais donc un bar en vente pour m'installer et ma copine travaille dans ce quartier-ci, dans un bureau d'architecture ici à côté. Et elle m'a dit qu'il y avait donc la chocolatine, anciennement la chocolatine, qui était en vente. Et elle m'a dit, écoute, ici il y a beaucoup de gens qui trouvent que ce quartier vit, mais qu'il n'y a rien. Enfin, depuis que j'en parle, depuis que je me suis installé ici, je trouve qu'il y a un énorme a priori sur ce quartier, et en tout cas sur ces 2 rues, parce que chaque fois que j'en parle, on me dit mais comment ça, comment t'as fait pour lancer un bar là, alors que pas du tout, c'est un quartier qui vit, où il y a beaucoup de mixité. Je pense que déjà les demandeurs d'emploi ici font beaucoup, parce qu'on pense que déjà on comprend pas, la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Ça donne cette impression d'insécurité, alors que pas du tout, il se passe jamais rien dans cette rue. Ça va ? Oui, je prendrais bien un cappuccino. L'après-midi, c'est beaucoup des commerçants de la rue qui viennent prendre un café, etc. Mais c'est vrai qu'on les retrouve pas le soir. Voilà, c'est pas si mélangé que ça, par contre, le soir. C'est surtout des gens du quartier. Hein. J'ai beaucoup de néerlandophones du quartier, d'ailleurs, qui sont très contents qu'enfin il y ait quelque chose ici. Ils viennent aussi de la zone Touré-Taxi, un peu du centre, et de temps en temps des touristes, des Américains. Des gens de la commission, mais qui habitent ici, dans la rue. C'est un pari gagné de venir ici. Belgique, c'est très joli. C'est pas pour moi, c'est pour Belge. Pas pour moi. Désolé. Après, je cherche à me retourner en mon pays, en Roumanie. Peut-être pour une vie normale, pour me réhabiliter. Égalité, fraternité, it's une grande illusion, l'infini. Ça va. Mais moi, je l'ai vu une semaine avant son décès, mais j'ai vu, il faisait froid et il y avait la neige, mais j'ai vu dans ses yeux, c'est comme s'il disait que c'est pour bientôt. On l'a vu la nuit de sa mort. On rentrait en vélo, on a croisé le parc et on s'est dit, tiens, il était mis dans sa tente, mis dehors. Et on dit, c'est une drôle façon de dormir. Mais bon, pas plus que ça. Et le lendemain, il y avait la police et tout ça. Et donc, ouais, il était clair qu'il était probablement déjà décédé. Donc, ouais. Oui, et après, on pense, oui, il fallait peut-être mieux s'arrêter, voir s'il allait bien ou pas. Oui, mais bon, on l'a pas fait. C'est étrange, j'ai vu cette tante pendant des années, mais j'ai jamais vu je l'ai jamais vu, je l'ai jamais rencontré. Je me suis souvent demandé qui habitait là. Avant qu'il y ait la tente, j'ai l'impression qu'il y avait un matelas avec des plastiques au-dessus, avant la tente, pendant très longtemps. Et moi, j'ai pas réalisé que c'était la même personne, en fait. Mais les matelas, c'était impressionnant. C'est comme si les gens l'avaient connu. Les gens allumaient des bougies. C'était comme une sorte une lieu de commémoration, comme ça, juste là. Il y avait une croix, il y avait des fleurs. Alors que, pour moi, il était un peu invisible. Je savais pas que c'était une personne et qu'il avait toute cette histoire, des histoires que les gens racontaient, qu'il avait fait faillite, que c'était un Roumain, c'est ça, que il s'était fait, sa femme l'avait quitté pour partir avec quelqu'un qui avait provoqué sa faillite. Enfin, je sais pas, des histoires
Des voisins s'arrêtaient, se demandaient ce qui lui est arrivé. Ils se tous parlaient pendant une semaine, même avec des gens qui ne se connaissaient pas. Il y a même eu une grande croix blanche avec son prénom Dimitriou et une date de naissance. Après, on m'a dit qu'il s'appelait Nikolai. Les balayeurs ont respecté l'endroit. Puis, les fleurs se sont fanées et un matin, il n'y avait plus rien. Avec l'aide du Fonds de création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, prise de son Fabrice Osinski, Leslie van der Meulen et Marilyn Watley, avec les voix de Francine, Serge, Pauline, François, Osama, Shiraz, Isabelle, Yoacha, Louise, Hannah, Saul, Dorino, Grégoire, Marianne et Lorenzo. Et à Oana, Florence, Daniela et César. Et tout spécialement à Rudy, Jacqueline et encore à Fabrice et à Maria Lataretou.